Dans le Mac de la Santé, aujourd'hui, on est ravis d'accueillir un sportif hors du commun, Steve Stevenard. Bonjour Steve. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vais dire votre invitation. Vous êtes chez vous. On vous appelle également Steve le phoque. Bah oui, il faut dire que vous vous inspirez quand même de cet animal qui nage en eau froide et qui se nourrit quasi exclusivement de poissons gras. On vous raconte la prépa de Steve et puis surtout tous ses exploits. Enfin, c'est vous qui allez nous raconter ça dans quelques instants. Avec plaisir. À tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue au Mac de la Santé. Je suis ravi de vous accueillir pour une heure d'émission en direct consacrée à votre santé et votre bien-être. Et aujourd'hui, je vous promets qu'on ne parlera pas de l'antavirus. On va parler de plein de choses. Peut-être qu'on sera amené à en parler dans les jours qui arrivent. Mais aujourd'hui, c'est une émission feel good. On apprend plein de choses. On répond à vos questions et celles que vous recevez, Rim. Bonjour. Bonjour Jimmy, bonjour. Aujourd'hui, vous répondez à la question de Céline à propos des lunettes anti-lumière bleue. Exactement, donc en portant ces lunettes, on serait protégé un petit peu, notamment de la lumière bleue des écrans, et ça nous permettrait du coup de mieux dormir. On va voir qu'il y a pas mal de marketing derrière tout ça et ça se vend pas mal, donc c'était intéressant à investiguer. Et Nora Malagré, vous voulez piquer les lunettes d'emblée. Elle a trop envie depuis tout Écoutez, à ça l'heure. fait très bono de YouTube, voilà, pour celles et ceux qui connaissent ce groupe merveilleux. Alors, je vais la faire comme ça, cette Eh introduction. ben, c'est plutôt très stylé parce que vous allez parler notamment d'une association qui aide beaucoup de personnes mais qui a besoin d'aide. Et qui s'appelle AIDS, cette association très connue, vraiment très importante et qui est en danger. Vous imaginez, même cette association est en danger. C'est ce dont on va parler dans un instant. AIDS qui se mobilise contre Évidemment, le VIH. contre pour le ceux qui ne VIH sauraient depuis pas. plus de 40 ans, pardon. Nous retrouverons notre coach Nordina Tab qui cette année, vous le savez, part à votre rencontre. Aujourd'hui, il va aider Jean-Charles, ancien marathonien qui souffre de la maladie de Parkinson en adaptant ses entraînements. Dans notre série Le Pouls de la France, nous irons dans la Somme à la découverte d'un sportif hors du commun, Frédéric Tondelier, champion de tir à l'arc et non-voyant. Nous répondrons ensuite à toutes vos questions autour de la cellulite. Pourquoi certaines personnes ont de la cellulite et d'autres non? Est-ce que les crèmes préventives sont efficaces? Et une fois que la cellulite est installée, peut-on s'en débarrasser? Des explications avec une chirurgienne plasticienne. Je vous rappelle que nous sommes en direct. Vous pouvez nous poser toutes vos questions, réagir tout au long de l'émission par SMS au 41 555. Et tout de suite, c'est le journal avec Emma Strack. Bonjour Emma. Bonjour Jimmy et bonjour à vous à la maison. Il vient de réaliser un défi de l'extrême à l'autre bout du monde et aujourd'hui, il est sur notre plateau pour tout nous raconter. Et on est très heureux de recevoir Steve Stevenard qui nous rejoint tout de suite. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Steve. Et que vous connaissez peut-être à la maison sous le surnom de Steve le phoque, parce que comme cet animal, c'est en eau fraîche, voire glaciale, que Steve s'illustre à la nage et sans combi, en simple maillot de bain, la plupart du temps, globalement. Dernier défi à son actif, la traversée du Rio de la Plata en Argentine, 43 km parcouru en moins de 18 heures, ce qui lui permet de boucler ce qu'on appelle la triple couronne avec deux autres traversées, celle du mythique détroit de Magellan et puis en bas à droite sur la carte, vous voyez le canal de Beagle. Voilà, vous êtes la première personne à réaliser cet exploit. Donc encore une fois, bravo et merci d'être avec nous. Merci à Bravo vous. Steve, on est ravis de vous accueillir. Merci beaucoup. Je vous propose de rentrer dans le vif du sujet et de commenter ces images. On vous voit ici à l'écran en train de nager. Il y a les vagues, le vent, le courant et cette eau qui est trouble dans laquelle on ne voit quasiment rien, d'autant que vous nagez en grande partie de nuit. Déjà, première question, c'est pas flippant, ça fait pas peur de nager comme ça? C'est assez particulier. C'est la première fois que je nageais comme ça dans une eau saumâtre. Donc le fait de passer quasiment 18 heures dans le noir, je me demandais si j'avais les yeux ouverts ou fermés à un moment donné, alors qu'il faisait jour. C'est seulement quand je vois mon bateau, en fait, je me dis ah non, les yeux sont ouverts. Mais oui, c'est très particulier et c'est surtout qu'il y a eu des conditions climatiques compliquées du début jusqu'à la fin. Des moments sur des traversées, on a des moments un peu d'accalmie, de répit. Là, ça a été intense tout le temps. Quand vous dites « quand je vois mon bateau », c'est qu'il y a un bateau qui est là aussi pour vous guider et vous donner la direction de l'endroit que vous devez aller, en fait, votre destination. Oui, complètement. Moi, je suis mon bateau. Je ne sais pas où je vais, en fait. J'ai aucune notion de là où je suis dans le détroit. Donc, je fais complètement confiance à mon équipe. Et à aucun moment, par contre, on a le droit de le toucher. Sinon, on est éliminé. Il y a des juges qui sont là pour vérifier le bon protocole. C'est ce qu'on voit sur les images. Là, c'est vous Voilà. en train de vous ravitailler et vous restez
en suspens. Alors, on a toutes les 30 minutes, j'ai 15 secondes pour manger et boire. Alors, moi, je mange beaucoup de bananes et du thé au gingembre, ce qui me permet de gérer un peu les nausées, parce qu'on est toujours ballotté, en fait, constamment. Le gingembre, c'est pour éviter les nausées. Très, très bon, très, très bon. Ça permet de se réchauffer, mais aussi de tout ce qui est maux de transport. Alors, pas forcément pour l'eau, mais pour les gens qui ont des maux de montagne, ça marche très bien. Et, Parce que là, vous êtes en eau douce. on est en eau douce. Donc, le poids que j'ai pris en amont pour réaliser mes traversées en eau salée, là, il est contraignant, si je puis dire, parce qu'on n'a pas de flottabilité liée au sel, en fait. Donc, il faut mettre beaucoup plus d'intensité. D'ailleurs, quand on reste comme ça à la surface, j'ai tendance un peu à couler. Et pour prendre la nourriture, on ingère beaucoup d'eau, en fait, par mégarde. Et donc, ça fait l'objet d'une étude au jour d'aujourd'hui avec la Fondation d'Agia Science qui étudie, en fait, les phages que j'ingère, ces micro-organismes qui s'isolent sur ma paroi intestinale, en fait. Vous avez, du coup, des micro-organismes. Vous vomissez? Je bois des litres d'eau, en fait. Oui, je vomis. Alors, j'ai appris aussi à gérer les vomissements parce que j'y suis confronté quasiment en permanence. Donc, apprendre à vomir entre deux vagues, ça se travaille. Donc, vous vomissez entre deux vagues Ça arrive, là, j'ai vomi plus d'une 7 fois, quasiment. Et ça vous soulage des nausées dont vous Oui, parliez oui, tout à c'est l'heure. important parce qu'après, voilà, on Pour fait un petit continuer. reset, si je puis dire, et on repart pour plusieurs heures, quoi. Mais C'est incroyable. Est-ce que oui. vous avez rencontré des obstacles ou des animaux sur ces 43 km de parcours? Alors, pas d'animaux, pas d'anaconda, enfin, vous voyez, parce que c'est l'Amazonie. Hein, donc, Eh oui. mais par contre, des déchets organiques. Et il m'est arrivé une petite mésaventure. J'ai percuté un arbre qui était en pleine nuit, qui flottait en fait à la dérive. Voilà. Donc, je me suis fait mal au poignet. Donc, ça nous met le doute. On dit il nous reste quand même 1h30 de traversée à peu près. Et donc, il faut gérer, il faut s'auto-persuader que en fait, ça va aller, qu'on n'a plus mal. Et moi, ça m'aide beaucoup parce que je travaille beaucoup en amont, la méditation, la visualisation de réussite de l'objectif. Donc, j'arrive à isoler la douleur en fait à travers la pensée. Et vous gérez tout seul ou il y a sur le bateau aussi un médecin, par exemple, qui vous accompagne et qui pourrait éventuellement pallier à ce genre de problématiques de santé? On a toujours un médecin urgentiste en fait sur chaque grande traversée en fait. Et ça c'est hyper important parce que ça reste quand même un sport assez extrême auquel on est dépendant complètement de la météo qui est très changeante. Hein. D'ailleurs pour le traversée du détroit de Magellan qui est très particulier parce que c'est l'océan Atlantique et Pacifique qui se rencontrent. Donc ça crée une énorme pression et vous naviguez entre deux donc c'est assez compliqué. Et j'ai attendu 15 jours là-bas sur place pour avoir l'autorisation de traverser. C'est l'armée chilienne qui donne l'autorisation parce que les conditions sont très changeantes. 18 heures de nage, 43 km, et on vous voit arriver justement une fois que votre périple est terminé. Et on a été frappé de voir ces images qui vont s'afficher dans quelques instants. Vous n'avez pas l'air même pas fatigué en fait. Là, Même pas mal. Vous marchez, on voit les marathoniens s'effondrer après un effort. Vous marchez tranquille avec votre couverture de survie. Vous êtes souriant, vous faites coucou aux gens. Mais vous n'êtes pas fatigué, Steve? Si, je suis fatigué, mais je suis encore dans le projet, dans cette euphorie en fait de traverser. Et c'est surtout l'aboutissement d'un long travail d'équipe. Hein. Je dis toujours, on n'applaudit pas d'une seule main. Chacun amène son expérience respective. Et je suis encouragé. C'est ce qui donne aussi toute cette énergie et qui fait que j'arrive. Mais après, pour rien vous cacher, 2 jours après, je m'écroule. Hein. Il faut à peu près 48 heures pour vraiment relâcher complètement. Et là, on est très fatigué après, en fait. Vous avez perdu du poids pendant cette traversée. On va reparler de la préparation et de l'alimentation qui a un rôle fondamental. Entre le début et la fin de la traversée, vous avez perdu du poids? Oui, alors, pas beaucoup sur cette traversée-là. J'ai perdu 2 kilos, c'est pas beaucoup. Par contre, sur des grandes traversées, je peux perdre entre 5 et 7 kilos. Et c'est pas de l'eau, c'est du gras. Parce que c'est physiologique. Votre corps est à 37, 37,5, 38 selon les personnes. Vous nagez dans une eau à 12, par exemple. Donc, rien qu'en restant statique, vous allez déjà brûler des calories pour rester à votre température initiale. Et après, vous lui demandez un effort qui est conséquent, qui peut aller jusqu'à 50 heures, d'où l'importance de prendre des réserves en amont. Alors justement, on va venir à la préparation. Déjà, à quoi ressemble une journée type de Steve Le Foc avant de réaliser un exploit pareil? Alors, c'est 2 entraînements par jour, y compris la nuit. Donc ça, c'est hyper important, de gérer aussi le stress de la nuit, parce que c'est hyper angoissant de nager la nuit. On redevient une proie. Donc c'est une peur qui est naturelle, qui est légitime et qu'il faut canaliser, en fait. Donc plus vous allez répéter les choses auxquelles vous êtes confronté à l'entraînement, c'est des choses qui vont vous aider par la suite. Parce qu'avec la fatigue, le moindre petit grain de sable peut vite enrayer la machine. Notamment, Et en vie quotidienne? Alors, vie quotidienne, c'est 5 repas par jour, 1 kilo de poisson gras. 1 kilo de poisson gras par jour? 1 kilo de poisson gras par jour. Et vous mangez quoi comme poisson gras? Hareng, sardines, maquereaux, anchois. Ça en fait parce que c'est des tout petits poissons, donc Ouais. vous en regurgitez une quantité phénoménale Oui, de oui, poissons. oui. Alors ça dépend, les keepers c'est un peu plus grand. Après je mange aussi un peu du poisson maigre selon la saison en fait, du bar ou du cabillaud. Vous n'en avez pas marre au bout d'un moment? Parce que le poisson c'est bon, mais 1 kilo tous les jours Non, je me suis habitué en fait. Et puis en fait j'en ai tellement besoin que c'est devenu un carburant en fait et un isolant. Et c'est un gras qui s'assimile très rapidement par l'organisme en fait, qui est disponible tout de suite.
Et mon corps, maintenant, il s'est habitué. Et non, c'est... Pour ce qui est de la gestion du froid, vous prenez des douches froides ou pas du coup? Oui, complètement. Douche froide dans le jardin. J'ai un puits en fait chez moi, donc l'hiver elle sort à 5 degrés. Mais avant de parler d'effort de nage, c'est une quête permanente de résistance au froid en fait. Donc très peu de chauffage dans la maison, douche dans le jardin, très peu couvert. Donc, en fait, moi, j'ai rien de plus que tout le monde. Hein. C'est qu'on a tous ces capacités à résister au froid à partir du moment où on s'écoute. Parce que qui vous connaît mieux que vous-même, hein. C'est important de s'écouter. Idéalement, c'est quand on veut vraiment traverser dans les eaux très froides, c'est de diminuer la température de la douche tous les jours un petit peu, sur 15 jours. Comme ça, le corps s'habitue à cette descente progressive. Et après, c'est beaucoup plus facile d'accepter les températures froides. Elle est à quelle température, vous avez dit, la douche? La douche, l'hiver, au plus froid, elle est à 5 degrés. Ouais, ça va mettre un petit bout de temps pour s'adapter. Ouais, on va se préparer sur 10 ou 15 ans. On va enlever 0,1 degré par an. Ce sera déjà très, très bien. Mais on a tous ces facultés-là parce que nos ancêtres, ils ont passé des périodes glaciaires. C'est dans notre ADN, dans nos gènes. C'est simplement nos modes de vie d'aujourd'hui fait qu'on est surhabillé, surchauffé et on a moins de résistance au froid. Ce qui est étonnant, c'est que... Pardon. Allez-y. Vous êtes sportif depuis toujours, vous avez couru des marathons, vous avez fait du jet ski, mais la nage est arrivée assez tard dans votre vie. Qu'est-ce qui vous a motivé? Alors oui, ça a toujours été un rêve de traverser la Manche parce que mon grand-père habitait à Sangatte, donc au départ, de traverser de la Manche, je faisais à l'époque. Et toute ma vie, j'ai suivi cette traversée et je me suis toujours interdit de le faire parce que je n'étais pas nageur professionnel. Et il a fallu attendre 40 ans avec, malheureusement, ce qui arrive à beaucoup de personnes aujourd'hui, une séparation douloureuse, auquel on se pose vraiment des vraies questions profondes. Qu'est-ce que j'aimerais bien faire une dernière fois ici sur Terre? Quel est réellement ton rêve? Et en fait, j'en ai fait le défi de ma vie. Donc, je suis parti en Angleterre apprendre la discipline parce qu'il n'y avait pas de structure en France. Et j'ai fait la rencontre, j'ai provoqué la rencontre avec Kevin Murphy, qui est devenu mon entraîneur, qui est la légende de la nage en eau libre, qui a traversé, pour la petite histoire, 34 fois la Manche. Donc, voilà, j'ai fait un pas quantique à ses côtés parce qu'il a beaucoup d'expérience. Et ce qui a permis de traverser la Manche 4 mois après, en fait. Le message, c'est qu'en fait, quel que soit son niveau physique, son âge, d'où on vient, on peut toujours relever des défis absolument incroyables, même si on n'a pas des capacités extraordinaires. Vous pensez que c'est à la portée de beaucoup? Complètement. Si vous avez la passion qui vous anime déjà, ça c'est important de faire les choses avec passion. Et moi je suis l'exemple même qu'à 40 ans, on peut faire, et là bientôt 50 ans, on peut faire de grandes choses. C'est surtout de croire en soi et de croire en ses rêves. Prochaine destination, Hawaï. Et bon anniversaire, parce que c'est vrai que ça fait quelques jours que vous avez fêté vos 49 ans. Bah, merci infiniment. Merci Steph, c'est grave cool. Bah, merci On a beaucoup. passé un super moment, on a appris des choses sur vous, sur votre exploit. Et vraiment, voilà. Vraiment, Et tout est possible. Je Hein. vous kiffe. Ah bah, c'est gentil, Simplement. c'est réciproque en tout cas. Bah, merci beaucoup Steph, Bon, et à bientôt. À bientôt. À force de scandales sanitaires, vous vous demandez peut-être, et à juste titre, ce qu'il faut mettre dans votre assiette. Oui, avec du cadmium dans les céréales, des solvants dans certaines huiles, des résidus de pesticides aussi sur les fruits et légumes. Ces contaminants peuvent avoir des effets sur la santé et on voudrait bien les limiter au maximum. Alors, quelques pistes dans le documentaire réalisé par Magali Cotard que vous retrouverez ce soir dans une enquête de santé. Regardez tout de suite cet extrait. L'actualité s'invite de plus en plus souvent au moment de faire nos courses. France Inter. Il n'y a pas que du bon dans nos assiettes, les études se suivent. Près de 260 substances ont été analysées. 260 substances. Pain, gâteaux, biscuits présentent aussi des quantités significatives de métaux lourds. Substances, produits chimiques, c'est un solvant. Des infos qui résonnent dans nos têtes et nous donnent l'impression que tout est pollué, même des aliments jusqu'ici épargnés. Rien que dans le pain blanc, par exemple, on retrouve près d'1/5 des quantités totales de cadmium. Le cadmium, un métal lourd aux effets préoccupants dans notre chocolat, nos céréales ou nos pâtes. Vous voyez, quasiment tous les organes sont touchés. Et dans l'huile de notre salade, c'est un hydrocarbure neurotoxique, l'hexane, qui est rajouté à la fabrication. Il faut bien imaginer qu'on est en train de prendre des graines qu'on a écrasées, qu'on jette dans des bains de pétrole, dans des bains d'essence. Et puis il y a toujours ces pesticides dans nos fruits et légumes dont on peine à se débarrasser. Après, ce qu'il faut quand même comprendre, c'est que l'alimentation, on y est exposé de manière répétée. Et donc, même si c'est à faible dose, ça va potentiellement présenter un risque pour la santé. Dans ce bain de chimie, sommes-nous condamnés à nous intoxiquer ou à ne plus rien manger? Pour tenter d'échapper à ces polluants, des solutions existent dans nos assiettes. 0,006 de cadmium, alors que tous les autres pains, c'est beaucoup plus. Chez les producteurs et les artisans. Et aussi là où tout commence, dans les champs. Pour faire pousser ce blé-là, il n'y a rien d'autre que la semence de blé, la terre et l'eau qui tombe du ciel.
Aliments pollués, on mange quoi maintenant? C'est le nouveau numéro d'Enquête de santé ce soir à partir de 21h sur France 5. Un documentaire suivi d'un débat animé par Marina Carrère-Dancos et Nora Malagré. Une soirée réalisée en partenariat avec l'émission d'Ali Rebéi. Grand bien vous fasse, c'est tous les jours à 10h sur France Inter. Un pas de danse pour terminer ce journal. Celui du ministre hongrois de la Santé, Zsolt Ekdus. Vous avez eu cet accent hongrois magnifique. Alors, je ne sais pas si c'est de la tectonique, du air guitare ou un beau travail de chauffeur de salle. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une danse de la joie pour célébrer l'investiture du Premier ministre Peter Magyar devant le Parlement hongrois. C'est vrai que c'est un peu déroutant de voir un ministre de la Santé danser de cette façon. Pourquoi pas ? Parce que c'est un homme vraiment très sérieux d'ailleurs. Ouais, il a le sens de la fête, mais c'est vrai qu'il est chirurgien orthopédique de formation. Il a géré la crise sanitaire du Covid en Hongrie et le voilà donc ministre de la Santé. Cette passion pour la danse, il l'avait déjà partagée, je ne sais pas si vous vous souvenez, lors des élections. Donc moi, ce que je vous propose, comme c'est la fin de ce journal, c'est de se dire au revoir. Et comme je crois que c'est le moment où vous faites votre petit rappel sommaire, un moonwalk pour y aller, juste là. Évidemment, ce sera valable que quand je serai ministre de la Santé, pas avant. Et d'ici là, dégoûté. On oublie. Je ne danse qu'au mariage. Merci Emma. J'aurais tenté. Dans quelques instants, dans notre dossier du jour, nous répondrons à toutes vos questions autour de la cellulite. Et nous serons avec une chirurgienne plasticienne. Dans la série Le Pouls de la France, nous irons à la rencontre d'un sportif hors du commun, un champion de tir à l'arc, mais également non-voyant. Un coup de cœur pour une des associations les plus importantes dans le combat contre le sida, c'est l'association AIDS qui justement a besoin de votre aide. C'est la chronique d'Enora Malagré. Nous retrouverons Nordine Tab, notre coach sportif, qui va aider Jean-Charles, un ancien marathonien atteint de la maladie de Parkinson. Et Nordine va l'aider à adapter ses traitements. Son entraînement, décidément, On va passer à la question de Céline, une téléspectatrice, qui aimerait savoir si les lunettes anti-lumière bleue sont efficaces lorsqu'on souhaite regarder son téléphone ou être sur une tablette juste avant de dormir. Eh bien, c'est Rim qui lui répond. Je vous rappelle que nous sommes en direct. Vous pouvez nous poser toutes vos questions par SMS au 41 555 et il est temps de retrouver nos chroniqueurs. Ça danse au mariage. Oui, je danse au mariage. Je vais me marier. Non, je rigole. Et d'ailleurs, on a reçu cette question de Robert avant de débuter la chronique. Docteur Jimmy, vous dites être aujourd'hui en direct, mais c'est encore une rediffusion. Bah non, Robert. Non, là, on est là. Il est 13h54 et 38 secondes. On est là, donc vous inquiétez pas, on est bien en direct. Et d'ailleurs, j'ai pris votre petite remarque. Enora, vous nous parlez d'une asso qui a été créée il y a 40 ans, l'une des plus importantes dans la lutte et le combat contre le sida. Absolument, Jimmy, c'est un véritable cri d'alarme là que je vais pousser aujourd'hui au sujet d'une association en plus qui me tient particulièrement à cœur parce que c'était mes premiers engagements militants, j'avais 16 ans et je défilais aux côtés de cette association qui s'appelle donc AIDS, vous l'avez rappelé, et puis dans mon entourage il y a 2 personnes qui sont séropositives, donc c'est vraiment une association qui les a aidées, qui aide encore au quotidien et croyez-moi encore aujourd'hui, c'est pas si simple de dire qu'on est séropositif dans sa sphère privée. Voilà, petite parenthèse que je voulais préciser. Alors, je vous rappelle en quelques mots l'objectif de cette association. Elle a été créée en 1984. C'est la première association de lutte contre le sida en Europe. Et elle intervient donc auprès des personnes séropositives et des populations les plus vulnérables au VIH et aussi aux hépatites virales. Et c'est une asso qui intervient sur l'ensemble du territoire. Et c'est une grosse machine, AIDS. C'est plus de 500 salariés, des bénévoles, des antennes dans de nombreuses villes en France. Alors, si cette grosse machine va mal, c'est vous dire, on va en parler. Alors, leurs équipes proposent évidemment des dépistages, animent des ateliers avec des soignants, organisent des rencontres avec les personnes malades, des week-ends aussi pour leur changer les idées. Puis surtout, ils se mobilisent, on le dit depuis presque plus de 40 ans, auprès des institutions, des élus, des médias, dans la société en général, en fait, pour lutter contre toute forme de discrimination, quoi, tout simplement. Alors, AIDS fait de la prévention, de la sensibilisation et encourage au dépistage via des campagnes de publicité que vous avez forcément dû voir passer en ces 40 belles années, des slogans assez inoubliables. D'ailleurs, pour certains, on en a choisi quelques-uns. Un franc n'est jamais symbolique. Alors ça, c'est pour celles et ceux qui, comme nous, avons connu le franc, puisque le préservatif était à 1 franc à l'époque. Cette campagne aussi qui avait fait grand bruit à l'époque. Le virus du sida ne se transmet pas en tripotant la souris d'un collègue. Parce que souvenez-vous aussi, pendant très longtemps, on pensait que le sida s'attrapait juste en touchant quelqu'un. Quand même la folie. Et puis aussi cette campagne
m'avait fait beaucoup rire, moi. Dick dit, les préservatifs, c'est comme la crème solaire, c'est efficace que si on en met. Voilà, 40 ans de véritable militantisme. 40 ans, vous l'avez dit, que l'association existe. Elle a contribué à la prise en charge, à l'amélioration justement des malades. L'association a mené de grands combats. Mais dans les années 80, on vient de le dire, ne serait-ce qu'en parler, parce que c'était quand même l'ultime tabou. Et puis elle a aussi réussi à lever l'interdiction de la publicité sur les préservatifs. On vient de le voir, vous vous imaginez ? C'était illégal. Interdit, Non, c'est quand même fou. Elle a mis en place aussi les premiers distributeurs échangeurs de seringues. Et puis en 2010, alors ça c'est quand même énorme, elle a aidé aussi à la mise en place de ces tests rapides, vous savez, qu'on trouve dans les pharmacies sans ordonnance. Et puis alors, je vais essayer de ne pas l'écorcher, je ne suis pas médecin comme vous, Jimmy, la prophylaxie pré-exposition, ce qu'on appelle plus communément la PrEP, est accessible et remboursée en France grâce à AIDS. D'ailleurs, c'est quoi la PrEP ? On rappelle en quelques mots, la PrEP, c'est un traitement médicamenteux qu'on donne avant pour éviter de contracter le virus du VIH, ce qui fait qu'on peut avoir des rapports sexuels sans prendre de risque d'avoir cette infection et ça marche très très bien. Exactement, je voudrais aussi préciser que la PrEP, c'est pour tout le monde, c'est aussi pour la population hétérosexuelle. Et aujourd'hui, un paradoxe, c'est que AIDS a besoin d'aide. Eh oui. Il faut les soutenir. Entre l'instauration, vous savez, de la prime Ségur qui oblige à une revalorisation salariale et puis à la baisse des dotations pour toutes les assos, on parle quand même de 600 000 €, c'est énorme, et bien même AIDS, en fait, on subit les conséquences. 61 suppressions de postes, ça veut dire en gros 35 licenciements et surtout des antennes qui ferment en France. Ça, c'est quand même inédit. Hein. Perpignan, Reims, Amiens, Angers, Lorient, ce n'est que le début. C'est la crise, hein, les amis. Hein. Et tout cela dans un contexte de surcroît très compliqué pour le moins. Oui, on rappelle qu'en France, encore 5000 personnes chaque année découvrent leur séropositivité. Et cette infection, aujourd'hui, on le sait, elle peut être contrôlée, traitée correctement avec des médicaments. D'où l'importance de l'association d'exister encore et toujours. Exactement. Et puis ils se battent un coûte que coûte. Ils informent beaucoup les jeunes. Hein. Ça, c'est vraiment leur credo principal. Notamment dans les collèges et les lycées. Parce qu'on le sait, on sait à quel point la santé sexuelle en ce moment dans les collèges et lycées, c'est compliqué, c'est délaissé. Pourquoi ? Par faute de moyens. C'est pas à cause des profs. Hein. C'est qu'il n'y a pas de moyens, pas de temps. Alors certes aussi, je voulais rappeler, le dépistage augmente. Ça, c'est la bonne nouvelle, parce qu'on peut le faire, on vient de le dire, dans les pharmacies sans ordonnance gratuitement. Mais le problème, c'est que c'est pas cette population-là qui est la plus exposée qui se fait dépister. Est-ce que c'est français ? J'espère. En gros, selon AIDS, la population qui est la plus à risque en ce moment, ce sont les femmes hétéros issues de l'immigration. Ces chiffres-là augmentent. Et cette population-là ne va pas se faire dépister par manque d'information, par manque de sensibilisation, parce qu'il n'y a plus de moyens. En gros, c'est ça. Et puis la PrEP, par exemple, on l'a dit, ça aussi, elles nous racontent plus d'infos là-dessus. Et pire, les préservatifs. Vous vous souvenez de la fameuse campagne, peut-être vous avez entendu parler, la fameuse campagne des préservatifs à 1 €. Bon, ça y a plus. Je vais vous raconter une anecdote très personnelle. Une de mes meilleures amies, elle a un nouveau compagnon. Elle s'est retrouvée à faire l'amour avec lui pour la première fois. Je vous parle d'une femme de mon âge de 40 ans. Il n'a pas eu le réflexe préservatif, elle ne l'a pas eu non plus. C'est pour dire que vraiment, je pense que ça se perd un peu. Et Eds me l'a très très bien expliqué. On en parle moins, on se protège moins. Et on ne parle pas que du sida, on parle aussi des MST, c'est les etc. autres qui l'ont et pas notre... Donc si à la maison, vous avez des enfants, des petits-enfants, mais offrez-leur des préservatifs aux garçons et aux filles. Mais c'est vrai, pourquoi pas ? À Noël. Non, mais attendez, c'est important. Oui, c'est important d'en parler. Si jamais vous souhaitez avoir plus d'informations, on vous donne rendez-vous sur le site de l'association si vous souhaitez les aider ou tout simplement en savoir plus, et notamment sur le préservatif, mais pas que. Oui, et puis je voulais juste rappeler que 50% vraiment des financements de cette association, ce sont les dons. Alors je sais que c'est pas simple à la maison, je sais qu'on n'a plus de sous, mais là vraiment, ils nous ont tellement aidés, c'est à nous de les aider, de leur rendre l'appareil. Bien, merci beaucoup, Enora. Et tout de suite, on retrouve Nordine Natab. Mais avant de retrouver Nordine, comme on est en direct, on reçoit des SMS et on a reçu la question d'Isa, 59 ans, qui nous demande si on peut prévenir la cellulite ou si c'est inévitable. Eh bien, nous répondrons à la question d'Isa, de Julie, de Maryse, de Norma dans quelques instants dans notre dossier du jour. Et d'Enora et de Rime. Oui, Enora et bon, vous pourrez poser toutes vos questions dans notre dossier du jour consacré à la cellulite. Mais avant ça, Nordine Natab, notre coach sportif, part à la rencontre de Jean-Charles. Cet ancien marathonien souffre de la maladie de Parkinson. Nordine va l'aider à adapter sa pratique sportive. Reportage Delphine Renaud, Mathieu Vibo et Lucie Dulois. Coucou
tout le monde. Bon, aujourd'hui j'ai rendez-vous avec Jean-Charles. Alors Jean-Charles, c'est un super marathonien. Mais malheureusement, depuis un certain temps, il est atteint de la maladie de Parkinson, ce qui peut lui engendrer notamment des douleurs au niveau lombaire. Alors la course à pied, il a dû freiner, mais je crois savoir qu'il adore le mouvement. Alors vous savez quoi? On va aller lui proposer quelques exercices. Ah Jean-Charles, ça va bien? Très bien et vous? Oui, super. Oh bah, vous arrêtez pas, hein. Je vous sens sur le bon rythme là. Allez. Ah oui, j'ai un rythme soutenu, j'essaie de le tenir un petit peu. Mais je croyais moi que j'avais affaire à un marathonien. Eh ben, c'était un marathonien et du coup j'ai petit problème de dos, alors maintenant je bascule sur la marche nordique. Mais c'est bien, avec bravo. l'aide des bâtons, ça fait du bien. Ça me donne une idée d'exercice. Je vais vous emprunter un bâton. Ah, je l'ai fait. Et là, tout en marchant, vous allez prendre le bâton comme ceci, là, et là on vient passer les bras au-dessus de la tête en essayant de se grandir au maximum. Faut imaginer que le bâton, vous avez envie de toucher le ciel avec. Ouais. Oh dis donc, vous êtes grand là. Ça va monter encore un peu plus. C'est ça. Super. Alors ce qui est intéressant sur cet exercice-là, c'est qu'on va travailler toute la chaîne postérieure et notamment les fixateurs des omoplates, les paravertébraux et la zone lombaire. D'accord? Et puis en plus, on aura une petite sollicitation sur les épaules. Allez, on se grandit au maximum. Voilà, on se redresse, très bien. Et on relâche. Comment vous sentez sur cet exercice-là? Ça étire, ça soulage le dos et la douleur du dos, parce que le problème c'est que ça tire tout le temps au fur et à mesure quand je suis fatigué, ça me tire un peu dans le dos et là, ça me fait du bien. Ce qu'on pourrait faire, c'est même, je vois que vous avez une super montre, de temps en temps, vous programmez. Par exemple, toutes les 5 minutes, tac, ça bip, et là c'est parti, je me redresse. Et comme ça, c'est une petite mécanique que vous allez pouvoir intégrer. On continue? Okay, allez. Ouais, c'est bien. Super. Parfait. Ah bah là c'est la majorette maintenant. Ah bah exactement. La danseuse. Et on relâche. Très bien. Les bras au-dessus de la tête, on se grandit au maximum. Super, on ralentit le pas, on maintient et on relâche. Allez Jean-Charles, on va se faire une petite pause, on va s'asseoir volontiers. Un petit peu. Alors Jean-Charles, moi j'ai envie de savoir, qu'est-ce qui vous a amené à pratiquer la marche nordique? En fait, j'ai développé une pathologie parkinsonienne. Et dans cette pathologie-là, on perd la musculature du dos, ce qui fait que je me penche de plus en plus en avant. Et donc les muscles du dos restants, ça va tirer le dos et sont douloureux. Du coup, je passe à la marche nordique parce qu'avec l'appui des bâtons, ça me soulage énormément au niveau du poids. Et vous voyez une amélioration par rapport à ça? Oui. On constate que la détérioration physique est beaucoup moindre. D'accord. Donc j'ai intérêt à faire beaucoup de sport. En plus, j'aime ça tombe bien. Bon bah super. Au final, vous êtes un sportif de haut niveau parce que je vois qu'il y a un entraînement spécifique. Je suis un sportif de chronique. Un sportif chronique, d'accord. Comme on parle de haut niveau, je vais vous donner un deuxième exercice. On y va? plaisir, oui, allez, c'est parti. On est parti. Jean-Charles, hop, vous allez passer à ma gauche, s'il vous plaît. Je vais prendre le bâton. Ok. Clac, comme ceci, super. Oh, dis donc, c'est rigolo, on dirait il y a une boucle d'or parmi les boucles d'or, comme vous êtes en jaune. Alors là, vous allez tendre le bras droit devant vous. Super. Et l'objectif, ça va être de lever la jambe opposée au bras. Donc là, la jambe gauche, nickel. Et on maintient sans bouger. On essaie d'avoir le buste dans l'axe, voilà. On maintient 5 secondes et on repose. Et on change de côté. Cette fois-ci, ça va être la main gauche et la jambe droite qu'on vient tendre. Et on maintient. Parfait. C'est bien. Comment vous vous sentez là suite à l'exercice? Ça fait du bien parce qu'on se détend bien comme il faut. Et être en appui sur les genoux et les mains, ça soulage le dos. Vous seriez capable de l'intégrer dès demain, par exemple, de mettre en place cet exercice-là? Surtout avec votre astuce de la montre tous les 5 minutes, ça sera pratique parce qu'après on oublie quand on ronfle un peu plus vite. Bon. Ok, super. Super, vous savez quoi, en parlant de montre, je crois que c'est l'heure de se quitter. Allez. Ça m'a fait plaisir, à bientôt. À bientôt. Ouais. Allez, bonne marche. Pour terminer, 2 conseils. Le premier, on l'a vu avec Jean-Charles et sa pathologie, n'hésitez pas à maintenir du mouvement. L'idée, c'est vraiment d'adapter par rapport à vos capacités physiques. Et le deuxième conseil, le lundi, vous pouvez par exemple effectuer du vélo ou de la marche. Le mardi, de la mobilité articulaire. Et le mercredi, du renforcement musculaire. Bon, vous savez quoi? C'est à vous de jouer. À bientôt. Et à bientôt, Nordine. Un appel à témoins. Vous êtes atteint d'un diabète de type 2 et vous aimeriez bénéficier d'une aide pour améliorer votre hygiène de vie. Eh bien, on vous propose, si vous le souhaitez, de participer à l'émission Prenez soin de vous, présentée par Marine L'Orphelin sur France 5, et de profiter d'un suivi personnalisé par des professionnels de santé. Pour ça, c'est simple, contactez-nous dès maintenant par téléphone au numéro qui s'affiche, le 01 76 52 59 79. Et tout de suite, c'est Rim qui répond à toutes vos questions. Et c'est Céline qui nous a écrit en disant « J'ai le temps de lire uniquement le soir avant de me coucher sur ma tablette. Je crois que mon sommeil est perturbé par cette lumière bleue
Est-ce que les lunettes jaunes ou oranges, qu'on appelle donc anti-lumière bleue, sont efficaces contre ces lumières? Alors, je vais aller les chercher parce que Oscar, notre petit squelette, a voulu les tester avant moi. Hop. Ça lui a pas réussi. Hein. Non, je crois qu'il n'a pas très bien dormi cette nuit, on est d'accord. Et donc, ces lunettes-là, elles sont donc jaunes, parfois rouges, et l'idée, c'est qu'elles luttent contre la lumière bleue. Alors, ça peut être du soleil qui en fait, mais aussi de nos téléphones, de nos tablettes ou encore de nos ordinateurs. Bref, toute la journée, on peut être exposé à ces lumières bleues. Ça vous va bien? Merci En vrai, Nora, merci beaucoup. Et c'est très à la mode, donc on le voit ici par exemple sur ce réseau social, par les gens qui essayent un peu d'optimiser leur journée, se mettre à la lumière le matin, éviter la lumière le soir, etc. Mais c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de marketing derrière tout ça. L'idée en gros, c'est que quand on s'expose trop tard à la lumière bleue, eh bien, ça va bloquer la libération d'une hormone du sommeil qui s'appelle la mélatonine. Donc ça, on va le voir, normalement, on a une petite infographie qui va apparaître. Et à cause de ça, voilà, donc là, vous voyez, vous vous exposez à la lumière bleue de votre téléphone, la libération de la mélatonine est bloquée et vous allez aller au lit beaucoup plus tard avec des difficultés d'endormissement. Et c'est là que les lunettes sont censées intervenir. En bloquant un peu cette lumière bleue, eh bien, vous pourriez normalement mieux dormir. Alors, qu'en disent les études? Parce qu'en vrai, sur le principe, ça a l'air pas mal, mais peut-être que c'est pas si validé que ça. Exactement. Il y a une revue scientifique reconnue qui s'appelle Cochrane, qui a publié donc une analyse de 17 études regroupant 619 participants dans 6 pays, et ça a donné des résultats mitigés sur le sommeil. En gros, la revue affirmait donc que les mesures liées au sommeil ne sont pas claires, que les données ne sont pas encore probantes et qu'il faudrait plus d'analyses pour avoir une vraie réponse, en soulignant aussi qu'il pourrait y avoir un effet placebo. Ça se trouve, vous mettez vos lunettes et vous avez l'impression que vous pouvez aller dormir direct après. J'ai également posé la question au professeur Pierre Philippe, qui est spécialiste du sommeil au CHU de Bordeaux, qui m'a confirmé qu'à ce jour, en tout cas, les médecins du sommeil ne peuvent pas vraiment recommander ces lunettes avant de dormir. Et ce qu'il disait aussi, c'est que maintenant, donc, on vend des lunettes de vue avec des filtres jaunes dessus. Ça, en réalité, c'est pas super parce qu'on a quand même besoin de la lumière bleue, notamment le matin. Ça va permettre d'équilibrer et de recaler notre rythme veille-sommeil. Est-ce que paradoxalement, pour bien dormir le soir, il faut avoir été très bien éveillé dans la journée et très exposé notamment à la lumière du matin? S'il y a des personnes qui nous regardent et qui souhaitent quand même acheter ces lunettes, est-ce qu'on peut leur donner quelques conseils? Oui, alors pour le coup, il faut compter entre 30 et 50 euros environ. Et il faudra bien prendre avec des verres orange ou un peu rouge, parce qu'il y en a aussi des transparentes, mais bon, on imagine bien que l'effet sera très limité. Et puis, comme je vous le disais, il ne faut pas que le filtre soit sur vos lunettes de vue, mais simplement sur des petites lunettes que vous mettrez uniquement le soir, 1 ou 2 heures avant de vous coucher. Et puis il y a quelques gestes simples qui ne coûtent pas cher puisqu'ils sont gratuits, qu'on peut déjà mettre en place même sans les lunettes. Exactement, moi j'ai fait ça par exemple. Ce que je fais, c'est que j'ai activé le mode nuit donc sur mon téléphone et sur mon ordinateur. Comme ça, 1 ou 2 heures avant, ça s'active. On peut aussi baisser la luminosité de nos écrans. Alors dans l'idéal, mais bon ça c'est un peu difficile, on évite les écrans avant de dormir. Et puis mettre une petite lumière tamisée, chaude, donc orange, rouge. On se fait une petite ambiance dans la chambre, ça aide à dormir. Bon, en vrai, on est tous avec le téléphone dans le lit avant de dormir. Non bien sûr, mais oui. Non. Non, ça pour une fois que je fais un truc bien. c'est vrai. En 3 ans. Vous n'avez pas le téléphone dans... Non, je lis, monsieur. Vous lisez. Et le téléphone, il est où, du coup? D'ailleurs, grâce à vos émissions, il est carrément dans une autre pièce. Il est dans le salon. Et je l'ai appris au maths de la santé. Bonne élève, la petite. Et vous vous réveillez comment le matin, du coup? Avec un réveil à l'ancienne. Oh. Ah non, mais attention, bonne année 1950. Non, mais vous avez raison. Mais c'est vous qui avez raison. Mais non, mais c'est grâce à vous, en plus. Et on a aussi notre rédacteur en chef, Rudy Bancard, qui chapeaute cette émission, qui lui aussi a un réveil à l'ancienne. Eh ben voilà. Donc ça fait 2... C'est déjà 2 en France. 2 en France, mais c'est déjà très bien. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire si vous aussi vous avez un réveil à l'ancienne et que vous avez banni le téléphone de votre lit. Vous êtes une espèce en voie de disparition. Moi, j'étais déjà contente avec mon écran plus sombre, mais Nora, c'est encore mieux. Merci beaucoup, Rim, de toutes ces précisions. Comment on fait pour vous écrire? Donc, c'est rim@allodocteur.fr et WhatsApp 06 58 75 04 71. Et tout de suite, on prend le pouls de la France, direction la Somme. Et nous allons à la rencontre d'un sportif hors du commun, un champion de tir à l'arc. Il est non-voyant et son palmarès est absolument incroyable. Découvrez le portrait de Frédéric Tondelier avec Gabriel Bray, Benoît Lordelot et Stéphane Gioviado.
À 72 ans, Frédéric Tondelier a un palmarès impressionnant. 6 fois champion de France, champion d'Europe, il fait partie des plus grands archers français. Pourtant, Frédéric est aveugle. Là, c'est mon viseur. Pourtant, c'est un viseur. C'est ce qui remplace ma vue. Quand je veux tirer, j'amène ma main sur mon viseur. Une fois que je suis calé, je tends mon arc. Voilà. Là, ma main est bien placée. Voilà. Et pour connaître sa position face à la cible, incline ton arc à gauche. Christian joue le rôle de guide, mais pas question de faire à sa place. À droite. Vas-y, c'est bon. Chaque archer ressent les choses par lui-même. On lui indique en disant ta flèche est là et là, et ça lui permet de régler un petit peu sa position, son bras d'arc. Alors après, c'est à lui de savoir s'il n'a pas bougé son bras et tout ça. Si c'est bon, le tout c'est de répéter à chaque fois le même mouvement. Le tir à l'arc, c'est ça. Cette discipline fait des émules. Depuis 5 ans, Frédéric a trouvé une nouvelle sœur d'armes, Apolline, qui est malvoyante. Oui, très bien. Au début, je pensais pas que c'était possible en n'ayant pas la vue. Et grâce à Fredo et des gens que je connais qui sont déficients visuels, et ils m'ont dit que c'était possible de faire du tir à l'arc. Et t'aimes bien? Oui, j'aime bien faire du tir à l'arc. Trop vite. C'est ma passion maintenant. Voilà, tous les deux, là. Formidable, hein? Frédéric a su transmettre sa passion. Pourtant, il revient de loin. À 17 ans, il subit un très grave accident de voiture qui lui fait perdre la vue. C'est toute la tête qui a prise. Donc j'étais ouvert de là jusque-là, puis j'ai une atrophie optique bilatérale et puis un enfoncement de la poignette. Donc c'est par le choc de la voiture qui m'ont rendu non-voyant. Et ils ont diagnostiqué une atrophie optique bilatérale du nerf optique. Donc le nerf optique, c'est le nerf principal. Bon là, de ce côté-là, il n'y avait plus d'espoir. Quand tu es voyant comme tout le monde, que tu deviens dans le noir total, tu dis que ta vie, elle est finie. L'espoir renaît pourtant grâce au sport qu'il reprend pendant sa rééducation. Depuis, il multiplie les exploits. J'ai fait aussi 5 fois de semi-tour de France en tandem. Le mur d'escalade à Cherbourg, du voilier au Havre. J'ai fait pas mal de choses. Ah ouais, tout est possible dans la mesure qu'on a adapté. Et puis c'est vrai que moi, je suis un battant, je ne me fais pas peur. Un mental de battant qui va l'amener en 2024 à recevoir une récompense inoubliable qu'il partage avec son meilleur ami Lionel. Le 26 août 2024, ils portent ensemble la flamme paralympique. Un moment magique dont ils se souviennent parfaitement. Voilà. On est exactement là, à l'endroit où on a fait changer les... Ouais. On a fait la main et levé. Ouais, c'est comme ça. Ok, c'était là. C'est ici. Tous leurs proches sont venus participer à la fête. Les ovations qu'on a eues, c'est un moment qu'on ne va pas oublier. On fait partie des privilégiés d'avoir fait ça. Et puis on a eu le droit quand même, des invitations quand même, d'aller à Paris toute une journée. On a été quand même au Stade de France et au tir à l'arc à la Concorde. Moi, ça reste en mémoire, ça restera gravé toute ma vie. Frédéric conserve précieusement sa tenue de porteur de flamme. Le symbole de sa victoire contre le handicap. Eh bien, tout simplement, bravo, parce que c'est vraiment hyper impressionnant. C'est vraiment, on était scotchés en regardant ce reportage. N'en jetez plus, monsieur. Tout de suite, on passe à notre dossier du jour. 8 femmes sur 10 en ont, et elles le vivent plus ou moins bien. On vous parle maintenant de la cellulite. Alors, d'où est-ce que ça vient? Comment s'en débarrasser? Et est-ce utile d'investir dans des crèmes ou des techniques parfois très chères? Une spécialiste est là pour répondre à toutes vos questions. Et nous sommes ravis d'accueillir le docteur Anne-Sophie Reguessé, chirurgien plasticienne à l'hôpital Saint-Joseph. C'est à Paris. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. On a reçu, mais vraiment, des milliards de questions que vous pouvez encore nous envoyer par SMS au 41 555. Et je vous promets qu'on va essayer de faire le maximum pour y répondre. Isa, 59 ans, nous demande, est-ce qu'on peut déjà prévenir la cellulite ou est-ce que c'est inévitable? Alors, c'est oui et non.
Il y a 90% des femmes qui ont de la cellulite. C'est même pas une pathologie, en fait, c'est physiologique, la cellulite chez la femme, pour des raisons d'anatomie et d'imprégnation hormonale. Donc, toutes les femmes quasiment en ont. Et est-ce qu'on peut la prévenir? Oui, et c'est d'ailleurs le meilleur traitement. Et comment on la prévient? Avec une bonne alimentation, du sport, une bonne hydratation, un peu de crème, un peu de massage. Voilà, c'est la fin de ce dossier. On dit ça aux téléspectateurs. Non, on va essayer d'en dire un peu plus. Vous avez dit que 90% des femmes ont de la cellulite. Qu'est-ce qu'elles ont, celles qui n'en ont pas? Il y a quelque chose d'héréditaire? De la chance. C'est Françoise qui nous pose cette question. Est-ce que la cellulite est héréditaire? Mais du coup, à l'inverse, est-ce que l'absence de cellulite... Il y a un facteur génétique, oui, bien sûr. Il y a des familles qui ont plus de cellulite que d'autres, évidemment. Est-ce qu'on peut montrer ce qui se passe dans le corps quand on a la cellulite? Et d'ailleurs, pourquoi est-ce que les hommes n'ont pas de cellulite? On a préparé 2 petits schémas, si vous voulez bien aller nous expliquer au tableau ce qu'il se passe quand on a de la cellulite pour comprendre les traitements. Alors, ce côté-là, c'est le côté sans cellulite. Ce côté-là, c'est le côté avec cellulite. En fait, ça, c'est toute l'épaisseur de la peau. Et ça, c'est les adipocytes, ce qu'on voit en jaune, c'est-à-dire les cellules graisseuses. Entre les cellules graisseuses, il y a des tissus fibreux, des septa fibreux, qui ont une certaine orientation. Chez la femme, ça, c'est typiquement chez la femme, à droite comme à gauche, ils sont orientés verticalement. Et chez l'homme, ils ont plutôt tendance à être orientés de façon croisée. Et en fait, c'est une des explications de pourquoi il y a beaucoup moins de cellulite chez l'homme. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand on prend un peu de poids, les adipocytes, les cellules graisseuses, elles poussent vers le haut, ça tire vers le bas, et donc ça fait un capiton, tout bêtement. Et comme chez l'homme, il y a moins d'œstrogène, enfin très peu d'œstrogène, et une absence et une organisation différente des structures sous la peau, eh bien, il n'y a quasiment pas de cellulite. Donc on comprend que c'est une histoire de problème, vous pouvez revenir, d'architecture des structures de la peau. Mais du coup, ça veut dire que si on perd du poids, est-ce qu'on fait disparaître ces cellules, ces adipocytes? Un peu. On ne les fait pas disparaître, on les fait réduire. Un adipocyte, ça grossit ou ça diminue quand on prend ou qu'on perd du poids. Et donc, oui, bien sûr que la perte de poids, ça améliore un petit peu la cellulite. Mais on peut être mince et avoir de la cellulite également. Tout à fait. On peut, parce qu'il y a plusieurs types de cellulite. Il y a une cellulite qui est vraiment graisseuse. Il y a de la cellulite qu'on appelle aqueuse, qui est un peu plus liée à de la rétention d'eau. Et il y a une cellulite fibreuse, qui est vraiment liée à la fibrose des tissus entre les cellules adipeuses qu'on a vu tout à l'heure. Ça répond à la question de Coralie, qui dit pourquoi certaines femmes minces ont plus de cellulite que d'autres, qui seraient en surpoids. Donc on peut aussi être en surpoids et avoir aucun pet de cellulite. Exactement. Voilà. Plus ou moins, parce qu'il y a quand même forcément un facteur lié à la taille des adipocytes. Mais effectivement, il peut y avoir des femmes très minces qui en ont quand même. Est-ce qu'il y a des traitements, par exemple la pilule, qui augmente la cellulite ou d'autres traitements? Toute imprégnation hormonale, ça peut augmenter un peu la cellulite. On en développe d'ailleurs à la puberté plutôt. On peut en développer pendant la grossesse. Et puis, un peu à la ménopause aussi, en fonction des traitements effectivement qu'on peut prendre. Et donc, la pilule, ça peut aussi jouer un peu. Et Nora, est-ce que vous avez une question? Oh bah non, mais moi, je veux juste savoir comment on se débarrasse de ça. Ok, bon, alors Moi, ça va faire 30 ans, si vous voulez, c'est bon. J'ai tout essayé. Non, mais bon, donc j'attends patiemment parce que je suis au pied du sapin. On va essayer de comprendre quelques causes. Axel nous demande, est-ce que la circulation lymphatique, lorsqu'elle est mauvaise, est-ce que ça peut accentuer la cellulite? Un peu. En tout cas, déjà, c'est une cause à éliminer, franchement, quand il y a beaucoup de cellulite. Et il y a souvent, c'est une partie des causes de la cellulite, il y a souvent une petite gêne au retour lymphatique qui peut entraîner, effectivement, augmenter un peu la cellulite. Est-ce qu'il y a des diagnostics à côté desquels il ne faut pas passer? On dit c'est la cellulite et en fait on a peut-être autre chose. L'insuffisance veineuse, l'insuffisance lymphatique aussi, et puis le lipœdème, qui est une pathologie qui commence à être assez diagnostiquée actuellement. C'est ce qu'on appelait, le titre est horrible, la maladie des jambes poteaux. Oui, plus ou moins. Pour que les gens aient l'idée en fait de ce que c'est la graisse inflammatoire au niveau des membres inférieurs qui touche les femmes. Effectivement, avec des douleurs surtout, et qui n'a rien à voir avec la cellulite. La cellulite, c'est pas douloureux. Mais justement, on a cette question de Maryse qui nous dit, est-ce que la cellulite peut être douloureuse ou est-ce que c'est uniquement esthétique? En théorie, non, pas tellement, et c'est surtout un problème esthétique. Et on a cette question, cette remarque. Depuis quand on estime que la cellulite pose problème? Elle est naturelle, et pourquoi est-ce qu'on doit répondre à un dictat esthétique? Encore une fois, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que c'est pas une maladie, la cellulite, c'est vraiment de la physiologique chez 90% des femmes. Il
Il y a de plus en plus de filtres sur les réseaux sociaux. Donc ça doit aussi, bien évidemment, accentuer le fait que ça devienne de plus en plus gênant. Et donc, le nombre de traitements qui ont été développés pour la cellulite. En soi, non, c'est pas censé être un problème. Ça a toujours existé. Du corps parfait, la minceur, etc. Les stéréotypes retouches, du corps des femmes qui est sempiternellement le même. On va mettre malheureusement un peu quelques décennies encore à s'en débarrasser. Norma nous demande, est-ce que la cellulite peut apparaître d'un coup ou est-ce que c'est toujours progressif? Parce que vous avez dit puberté, grossesse, ménopause, on peut avoir la cellulite qui arrive à moins de la ménopause? Ça peut se modifier en tout cas à ce moment-là. Honnêtement, je n'ai pas la réponse particulière. Je pense que c'est assez progressif. Mais sur des rapides ou grosses pertes de poids, ça peut probablement arriver. Et pourquoi boire de l'eau, ça aide? C'est pareil que de manger pas salé et bien s'hydrater. En gros, ça permet d'éliminer plus facilement les toxines, en gros, et donc de faire moins de rétention d'eau finalement. La cellulite, elle touche essentiellement les cuisses et les fesses. C'est Noura qui nous pose cette question. Essentiellement cuisses-fesses et un petit peu le ventre, mais essentiellement cuisses-fesses. Un petit peu le ventre, oui. Et Noura, on va passer aux solutions, d'accord? Parce qu'on parlait qu'on parle des solutions. Et quand on parle des solutions, on va forcément parler des crèmes, puisque les rayons de pharmacie débordent de crèmes qui promettent de faire des miracles contre la cellulite. Alors, est-ce que ces produits sont réellement efficaces? Élément de réponse avec Julien Dubois, Arnold Gerster et Lucie Dullois. On apprécie son aspect bosselé sur les oranges, mais sur le corps, la cellulite, parfois appelée peau d'orange, est l'ennemi juré de certaines femmes. On la trouve en général sur les fesses, les cuisses ou encore le ventre. Ce phénomène naturel touche 8 femmes sur 10, à chacune sa technique pour l'éliminer. Les massages lymphatiques. C'est des massages drainants, ça dure 1 heure, ça fait mal, mais après, pendant entre 2-3 jours, on sent vraiment l'effet. Pour pas avoir de cellulite, c'est simple, il faut boire énormément d'eau, il faut pas manger de beurre, tout ce qui est gras, faut bannir. Contre la cellulite, je ne fais pas grand-chose, parce que de toute façon, je ne peux rien y faire. D'autres privilégient les crèmes dites anti-cellulite pour réduire l'effet peau d'orange. Sur les réseaux sociaux, de nombreuses publications mettent en avant les effets de ces cosmétiques. Après une application régulière pendant plusieurs semaines, la peau apparaîtrait plus lisse. Des produits que l'on retrouve dans les parapharmacies, comme dans cet établissement parisien, où l'on compte des dizaines de références de crèmes. Donc là, vous êtes dans le pôle, je dirais, anti-cellulite. Les crèmes sont vendues entre une dizaine et une cinquantaine d'euros, des produits qui séduisent plus de clients à partir du printemps selon ce pharmacien. Dès que le soleil apparaît, que les températures augmentent et que forcément on va aller à la plage ou je dirais à la piscine et qu'on va on va montrer son corps, les ventes augmentent. Mais ces crèmes sont-elles vraiment efficaces? Nous avons posé la question à cette dermatologue. Quand je regarde, il y a essentiellement, les produits, c'est de la caféine, du beurre de karité, de la vitamine E. Selon la spécialiste, ces crèmes permettent d'hydrater la peau et peuvent donner une sensation de bien-être, mais n'offrent pas le résultat escompté. Ça va avoir un effet lissant dans une moindre mesure, mais ce sont vraiment des effets qui vont être très superficiels et des effets de texture cutanée. Et donc, ils ne vont absolument pas traiter le problème de la cellulite en profondeur. Comme les crèmes, de multiples techniques existent pour lutter contre la cellulite, mais aucune preuve scientifique solide ne permet de démontrer leur efficacité. Bon, en gros, les crèmes, ça sert à rien, quoi. Ça sert pas à rien. C'est une aide, mais c'est le traitement de la cellulite, c'est vraiment très multiple. Il y a beaucoup de choses à associer pour que ça fonctionne. Vous avez dit le meilleur des traitements, c'est la prévention. Qu'est-ce qu'on peut faire au quotidien quand on sent que ça commence à arriver et qu'on se dit, il y a peut-être des choses à faire? Ne pas être sédentaire, donc bouger beaucoup, marcher, etc. Rien que ça, même si on n'est pas très sportif. Le fait de bouger, il y a moins de rétention d'eau, donc un peu moins de cellulite. Avoir une bonne alimentation, donc manger des fruits, des légumes, pas trop gras, pas trop sucré, pas trop salé, pas manger trop d'acides gras saturés, trop de produits ultra transformés, et bien s'hydrater, 1,5 litre à 2 litres d'eau par jour, et puis faire du sport, évidemment, faire du sport tel que la course à pied, la nage. Ça, c'est des choses qui, vont brûler des graisses, et la nage ou l'aquabiking, ça va en plus avoir un effet un peu massant,
qui va permettre d'améliorer les choses. Alors, on a Sophie qui nous dit... Non, pardon, il y a Valérie... J'avais une question qui a disparu. Jessica, qui nous dit « J'ai de la cellulite alors que je fais du sport 3 fois par semaine. » Elle nous demande si c'est normal. Quand on fait tout bien comme vous l'avez conseillé, qu'est-ce qu'on fait du coup ? Eh ben, on essaye toutes les autres techniques qui sont... donc déjà, l'important, c'est de maintenir tous les efforts qu'elle fait, évidemment. Et ensuite, il y a plein d'autres techniques. Donc déjà, et elles sont nombreuses. J'en cite quelques-unes. Ah, j'ai besoin des fiches pour une fois. Alors, on a l'endermologie, les crèmes, on en a parlé. On a la radiofréquence, les ultrasons, la cryolipolyse, les ondes de choc, le laser froid, la carboxythérapie, la mésothérapie, le drainage mécanique. On a ces petites brosses, on a les ventouses. Oh, l'offre est pléthorique, on ne sait même plus qu'est-ce qui marche. Le prix est pléthorique aussi, souvent. Et vous avez testé des choses ? Alors, la ventouse, les huiles, les picots, la cryolipolyse. Franchement, j'en ai testé plein. Ok, je crois que vous aussi, Nora. Bon, on commence par quoi ? La brosse. Parce que ça, c'est vrai qu'on peut l'acheter au supermarché facilement. Ouais. C'est quoi le principe et est-ce que ça marche ? C'est le massage, de casser un petit peu la fibrose dont on parlait tout à l'heure. Donc ça peut jouer. Par contre, il faut le faire de façon hyper régulière. Genre tous les jours ? Tous les jours. Ouais. Avec ou sans crème anticellulite, pourquoi pas. C'est quoi ? C'est des cercles qu'on fait sur ses cuisses et tout, c'est ça ? Essentiellement. Okay. Et ça, donc il faut quand même appliquer un peu de pression. Et ça, en revanche, associé à tout le reste, et de façon très régulière, ça marche un peu, ça va améliorer les choses, mais ça ne la ferait peut-être jamais disparaître complètement. Vous avez dit en off, moi je dis tout, je dis la vérité, vous avez dit que ça ne disparaît jamais vraiment totalement, la cellulite. Même la chirurgie, vous avez dit, ça ne disparaît, pardon. Parce qu'à un stade ultime, on peut éventuellement faire quoi ? De la liposuction, par exemple ? Alors, la liposuction, ce n'est pas un traitement de la cellulite, c'est un traitement d'aspiration des amas graisseux. En revanche, ça peut quand même améliorer les choses, c'est-à-dire qu'on peut réussir à casser un petit peu les septums fibreux. Et puis, il y a aussi des nouvelles techniques de lipoaspiration avec de la radiofréquence, des ultrasons, etc., qui peuvent permettre d'améliorer aussi la qualité de la peau et la rétraction cutanée et qui, du coup, vont quand même améliorer les choses, bien évidemment. Il nous reste moins de 2 minutes d'émission. On va essayer de balayer un maximum de techniques pour savoir si ça marche ou pas. Le massage type palpé roulé, est-ce que c'est efficace ? Ça fait mal, ça fait mal. Vous avez testé, Nora ? Ah ouais, ça fait tellement mal. On va vous mettre des images de ce que c'est le palpé roulé. Ça marche ? Ouais, ça peut, mais pareil, il faut le faire de façon très régulière. Ça veut dire quoi, régulière ? Plusieurs fois par semaine, ou au moins une fois par semaine. Ça marche, ça casse bien, mais... On fait au moins 10 séances, à peu près. Mais les premières séances, vous implorez Dieu quand même. Bon, c'est quand même un budget. Sylvie, qui habite Le Mans, nous demande est-ce que les bottes de pressothérapie peuvent diminuer la cellulite ? Ce sont des bottes... En gros, c'est des super collants qui serrent en gros les jambes mécaniques et qui envoient de la pression pour resserrer un peu tout ça. Oui, en soi, probablement, comme le fait de comprimer, comme les collants de contention, etc., ça permet d'améliorer un petit peu les choses. C'est la question d'Adeline. Les leggings gainants, est-ce qu'ils ont un effet ou est-ce que c'est temporaire ? Ça peut aider un peu. Les collants également drainants contre la cellulite, est-ce que ça peut être efficace ? Ça peut aider un peu, mais c'est vraiment pas suffisant. J'ai essayé. Voilà. Non, pardon, ça coûte une blinde, ça marche pas. Je le dis à la Non, franchement. Tout seul, ne vous lancez pas dans ce business-là, qui est quand même beaucoup d'arnaques quand même. Cryothérapie, le fait de faire du froid, et d'ailleurs on a une petite infographie, enfin pas infographie, on va montrer des images de ce que c'est que la cryothérapie, thérapie par le froid. La cryothérapie, ça agit surtout sur les amas graisseux. Donc ça va agir sur la cellulite qu'on appelle graisseuse. Mais ça n'agira pas sur la cellulite fibreuse ou la cellulite aqueuse, qui sont en général associées chez quasiment toutes les femmes. Et donc ça traitera une partie du problème, mais pas tout. Est-ce que les compléments alimentaires servent à quelque chose, c'est Juliette ? Sûrement, ça peut aider. Après, encore une fois, tout seul, ça ne suffira pas. Ouais, et après, on peut faire du laser, des choses complémentaires. C'est Mélodie qui nous pose cette question. Oui, il y a aussi certains types de lasers qui peuvent fonctionner, mais de la même façon, ça ne suffira pas complètement à tout éliminer si on n'a pas tout le reste en association. Le message clé, quand même, c'est quelque chose qui est normal d'avoir de la cellulite. Oui. C'est pas grave. Peut-être que nous, on change notre regard. Et vous l'avez dit, Nora, moi, perso, c'est un méga business en réalité. Bon, on est belle même avec de la cellulite. Moi, personnellement, après avoir tout essayé, j'accepte. Ouais, voilà. Parce que... je pense que c'est la meilleure façon de conclure ce dossier. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci, et ça permettra à nos téléspectateurs, j'espère, de faire les bons choix et de ne pas trop dépenser son argent dans des choses qui ne fonctionnent pas. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je vous souhaite une excellente journée sur France 5 et je vous dis à demain. Salut.